Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline, bonjour Myriam. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Bienvenue à toutes les deux dans ce premier épisode table ronde de notre podcast Allo fait dodo. Alors, un format un petit peu particulier où cette fois-ci, vous êtes toutes les deux. Donc, je vous reçois ensemble pour parler d'une thématique commune, chacune avec votre approche, parce que c'est un sujet très très large. Aujourd'hui, on va parler du RGO. Vous allez nous dire ce que c'est, vous allez nous dire chacune par rapport à votre expertise, comment aborder cette problématique que rencontrent de nombreux parents. Et aussi, Caroline, tu vas nous expliquer tout ça en détail, mais parce que chez Fait Dodo, c'est vraiment un sujet central. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter chacune et puis ensuite, on définira exactement ce que c'est que ce fameux RGO. Caroline, tu peux commencer. Ok. Alors du coup, je suis Caroline Ferriol, je dirige la société Fait Dodo, qui comprend 4 marques et l'univers Fait Dodo. Donc j'en parle plus précisément dans l'épisode pilote. Donc les personnes qui veulent aller plus loin là-dessus, je les laisse s'y référer. Donc, je suis, moi, consultante spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. Et donc, je porte vraiment la marque sur le sommeil Fait Dodo. J'ai fait quelques podcasts déjà aussi sur différents sujets, donc sur comment aider mon bébé à faire ses nuits, entre autres. Et puis, je parlerai régulièrement sur les tables rondes avec les différents professionnels auxquels nous sommes associés ou bien qui font partie de la marque Fait Dodo et avec lesquels on a créé différentes marques et spécialités, comme Myriam pour Madame Miam notamment. Et puis j'interviendrai aussi sur les podcasts spécifiquement pour parler du sommeil des bébés et des enfants. Super. Myriam, nous t'écoutons. Merci. Donc, je suis Myriam Alexis, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en pédiatrie et en comportement alimentaire. Donc, je travaille en collaboration avec Caroline et donc Fait Dodo depuis quelques temps. Et vous pouvez également me retrouver sur des podcasts que nous avons enregistrés avec Aurélie. Le premier était sur un peu ma philosophie, la façon de voir les choses au niveau de l'alimentation, les comportements alimentaires. Vous pouvez me retrouver aussi sur un podcast consacré aux textures, en quoi les textures évoluent dans l'alimentation de l'enfant et pourquoi c'est important de faire évoluer ces textures. Et puis le troisième sur la sensorialité, le chemin sensoriel de nos enfants et de notre alimentation. Donc c'est des thématiques qui me tiennent vraiment à cœur et voilà, je vous engage à aller les écouter pour qu'on puisse cheminer ensemble sur ce parcours alimentaire qui au demeurant peut être à la fois hyper complexe mais fascinant. Et effectivement, toutes les deux, on vous retrouve sur des thématiques qui traversent un petit peu les âges au niveau de l'enfance, à la fois sur les tout petits et puis année après année. Donc effectivement, il y a pas mal d'épisodes qui sont déjà sortis avec l'une ou l'autre et on en a plusieurs autres de prévus sur des sujets très très variés. Myriam, je propose qu'on commence avec toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
que ce fameux RGO dont on entend de plus en plus parler au fil des années. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a différents degrés? Comment ça se passe pour définir un petit peu ça auprès de parents qui n'auraient pas connaissance de ce type de machine? Alors déjà, RGO, reflux gastro-œsophagien pour les non-initiés. Ça vaut le coup de remettre l'acronyme en place. Alors, si on prend la définition purement médicale du RGO, on est sur une remontée involontaire, en fait, du contenu de l'estomac dans l'œsophage. L'œsophage, c'est le petit tuyau qui suit directement la bouche et la trachée. Et ce reflux, en fait, il atteint... c'est le contenu de notre estomac qui va remonter dans notre œsophage et qui va des fois atteindre le pharynx puis la bouche et qui peut se traduire par des régurgitations. Alors des régurgitations, ce mot c'est pareil, il est pas très très bien compris, mais ce RGO, on a beaucoup de soucis avec. Ça peut être, tu parlais de différents degrés. En fait, le rejet de notre contenu alimentaire, et quand on est bébé, au final, c'est du lait, qu'il soit maternel ou pédiatrique, par la bouche, il est spontané. Et c'est surtout sans effort, en fait, ce qui va le caractériser par rapport à un vomissement pour lequel on peut avoir vraiment des choses beaucoup plus contractées. En fait, on a des contractions abdominales qui ne sont pas volontaires et contrairement au vomissement, on n'a pas d'effort pour faire ressortir le contenu. Donc, dans les différents degrés, on a le RGO qu'on appelle simple, qui est très courant chez les bébés. Il n'y a pas de gravité, on n'a pas de douleur, on n'a pas d'impact sur le quotidien de notre bébé. Même quand on a un petit peu de lait qui ressort, eh bien, il semble pas douloureux, en tout cas. Le bébé peut grimacer éventuellement un petit peu, mais on le voit qu'il n'y a pas d'épisode douloureux. Alors qu'on peut avoir du coup le RGO qui se complique, et ça c'est un autre degré. Et là, on va avoir tout un tas c'est plus que des inconvénients, c'est même des fois des critères à part entière. Une érosion de la petite muqueuse de l'œsophage qui est pas du tout fait pour avoir de l'acidité, qu'on va appeler l'œsophagite, parce que l'inflammation de cette muqueuse va faire très 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 mal. L'enfant pleure, on va le voir un petit peu plus tard, mais le RGO compliqué, c'est déjà quelque chose qu'on peut considérer comme pathologique, alors que le RGO simple, c'est quelque chose, de simple, première étape, et on peut s'en tenir là, et tous les bébés quasiment sont concernés par le RGO simple. D'accord. Donc effectivement, nous, on va s'attarder sur le RGO qui pose des difficultés, qui amène des complications, des douleurs et qui justement peut avoir un impact à la fois sur l'alimentation et également sur le sommeil. Et justement sur le sommeil, Caroline, je te propose de nous en parler un petit peu plus en détail. Finalement, pourquoi aujourd'hui cette thématique du RGO, enfin en tout cas ce sujet, ce problème est aussi présent chez Fedodo à la base, puisque je rappelle que à la base c'est Fedodo, c'est le sommeil des bébés. Et finalement, pourquoi toi tu as dû mettre ça au centre et pourquoi ça a pris tant d'importance et pourquoi aujourd'hui la marque Fedodo est une référence au niveau du sommeil des enfants souffrant de RGO? Alors c'est sûr que pour moi la problématique du RGO, c'est vraiment quelque chose qui me prend aux tripes, et c'est évidemment mon parcours personnel qui vient faire écho à tout ça. Ma fille a souffert d'un RGO interne sévère à partir de ses 15 jours de vie. Elle est née avec un mois d'avance en césarienne en urgence. Pour nous, ça a été un vécu réellement traumatique. Notre fille a hurlé pendant des heures et des heures, des jours et des jours, des nuits et des nuits, pendant 4 mois, quasi 6 mois, vraiment 4 mois, je dirais 4-5 mois. C'était une enfant qui s'arquait en arrière, qui ne pouvait pas faire de câlins. Il n'y avait pas un seul moment d'éveil calme. Et c'est vrai que moi, en tant que jeune maman à l'époque, je me suis retrouvée face à un néant absolu. Du côté des professionnels de santé, du côté des professionnels de la périnatalité, du côté de tous les professionnels, en fait, et même non professionnels,
J'ai cherché à m'enseigner énormément. C'est moi qui ai dû aborder les choses avec le médecin, puisque lorsque je disais que mon enfant hurlait nuit et jour, oh bah c'est normal, c'est un bébé. Et que je disais que je voyais que quelque chose n'allait pas, que cet enfant ne pouvait pas avoir de moments calmes, qu'il n'y avait pas d'interaction possible, même visuelle d'ailleurs, que c'était très 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 difficile à vivre et que je sentais que quelque chose n'allait pas. C'était voilà, pas du tout perçu, d'autant plus qu'elle n'avait aucune régurgitation externe. Donc c'était vraiment que quelque chose d'interne. Elle toussait beaucoup. On la voyait très régulièrement s'étouffer à moitié. D'ailleurs, ça nous faisait assez peur. Voilà, c'était très difficile. Et puis, à 1 mois et demi, j'ai enfin trouvé un médecin. D'ailleurs, ça a été dans une PMI qui a accepté de nous écouter et qui lui a donné un traitement contre ce RGO, un antiacide, du coup. Ça nous a aidé un petit peu, mais pas tant que ça dans son cas. Ça a un petit peu apaisé les choses, mais vraiment pas énormément. Pour nous, ce qui a été vraiment salvateur, ça a été de rencontrer un ostéopathe pédiatrique spécialiste des bébés RGO qui est sur Lyon, qui s'appelle d'ailleurs Alexandre Ours. C'est important que je le nomme, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Qui a dédié vraiment sa vie et son quotidien à ça et qui a examiné notre fille à ses 4 mois alors qu'elle avait vu X ostéopathes précédemment et qui a pu vraiment la soulager. Donc on a eu vraiment immédiatement une diminution des pleurs. Notre fille sur le retour s'est endormie en voiture alors que normalement c'était des hurlements pendant des heures, quel que soit le temps du trajet. Et puis elle a eu une deuxième intervention de sa part et ça a été à la fois aussi beaucoup mieux et les choses, en tout cas du côté du RGO, se sont beaucoup apaisées. J'ai fait aussi un arrêt des produits laitiers pendant plus de 8 mois et j'ai globalement expérimenté plein de choses. J'ai vécu un stress et une détresse parentale vraiment profonde, avec absolument aucune écoute de la part de l'entourage, ou très très peu. Caroline, Oui. petite parenthèse, tu dis que tu as arrêté les produits laitiers. C'est parce que justement tu l'allaitais? Oui, Donc tu as arrêté toi? oui, elle était en allaitement exclusif, oui, complètement. D'accord. On reviendra en détail du coup sur tout ça dans le cadre de ce podcast parce que c'est important. Il y a quand même très peu d'infos centralisées sur tout ça. Il y en a beaucoup de toutes parts. Certains ont un petit peu d'infos, d'autres un petit peu moins. Et puis il y a beaucoup de leviers à prendre en compte en même temps. C'est ça qui est important. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très difficile en tant que parent d'avoir un bébé dans cet état-là et d'avoir un entourage absolument pas compréhensif ou c'est pas compris globalement. Et c'est vrai que lorsque nous avons vécu tout ça, je m'étais promis de faire au moins une association pour le RGO parce que j'avais acquis beaucoup de connaissances. J'avais aussi rencontré une gastropédiatre sur Lyon qui est assez extraordinaire aussi, le docteur Roy. Beaucoup de choses qui sont dites qui vont même à l'inverse de ce qu'il faudrait pour l'enfant. Enfin voilà, il y a un mélange pas possible à ce niveau-là. Et puis on a des parents au milieu qui passent leur nuit et leur jour à chercher des solutions et qui en trouvent très peu. Et puis c'est sûr que voilà, le sujet du sommeil a émergé pour moi aussi et encore plus fort ensuite aux 6 mois de ma fille. Et c'est vrai que bien les deux ensemble ont fait résonance. Et une résonance très 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 importante puisque lorsque ma fille a aussi recommencé à pouvoir dormir et à bien dormir malgré le fait qu'elle avait toujours un RGO mais qu'elle n'était plus en œsophagite sévère, eh bien tout a changé vraiment, même au niveau de son RGO. Et donc ensuite, au fur et à mesure du temps, lorsque j'ai commencé moi professionnellement à accompagner les familles au niveau du sommeil, j'ai eu des familles avec des bébés RGO qui se sont dirigées vers moi. Je n'avais pas mis de spécialité en lien avec le RGO au départ, et puis je me suis rendu compte petit à petit que finalement l'ensemble de mes connaissances, que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes de RGO aussi, avec tout ça, finalement, avec les familles, on arrivait
à de véritables miracles, hein, c'est-à-dire que des bébés en RGO de 2 mois, 3 mois, on pouvait vraiment venir amener une solution tout à fait sereine avec des bébés qui dorment, des bébés qui mangent, qui grossissent, qui vont bien, qui sont souriants, et qu'on n'est pas obligé d'attendre de vivre tous ces mois que j'ai vécu vraiment très seule, heureusement avec quelques soutiens par-ci par-là que j'avais trouvé, mais en cherchant énormément. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, il faut vraiment que j'intègre chez Fedodo et que ça devienne vraiment notre spécialité aussi, que toutes nos consultantes soient formées à ces problématiques-là et que l'on puisse proposer un forfait spécifique pour les parents qui vivent des situations difficiles avec un bébé RGO. Et en parallèle de ça, j'ai aussi en plus eu la grande chance du coup de rencontrer Myriam dans le cadre du développement de la marque Madame Miam pour les accompagnements en nutrition. Et il s'est révélé que Myriam était aussi vraiment assez spécialisée, et plutôt vraiment bien spécialisée sur ce sujet. Et on s'est vraiment rejoints toutes les deux là-dessus. Et aujourd'hui, dans le cadre des accompagnements qu'on va proposer, on a vraiment Myriam en doublon sur ces suivis de bébés RGO de manière plus ou moins forte, suivant vraiment la situation de chaque personne. Et ça va venir débloquer encore plus beaucoup de situations, pouvoir donner les conseils appropriés pour faire en sorte que cette problématique de RGO ne soit plus une sorte de néant, un cauchemar à vivre absolu, et pour les enfants, et pour les parents, et pour les enfants qui vivent. Oui. On va en reparler, Caroline, justement, de la façon dont on peut bénéficier du meilleur de chacune, en fait, lorsque les familles arrivent avec ce type de problématique. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais aussi par rapport au sommeil, c'est que finalement, il y a un double enjeu. Tu pourras peut-être nous en reparler par la suite, mais le RGO va poser des difficultés pour le sommeil, mais tu as dit aussi que le manque de sommeil pouvait aussi accentuer ou en tout cas entretenir un RGO, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout ça, c'est vraiment enchevêtré, en effet. Ouais. Merci à toutes les deux du coup pour ce préambule. C'était important qu'on sache bien de quoi on parle et puis effectivement qu'on puisse comprendre tout ce parcours et pourquoi c'est lié aussi au sommeil. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas en fait qu'il y a ce lien direct. Je vous propose qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet. Myriam, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les différentes causes du RGO? Oui, bien sûr. Alors moi, du point de vue de la professionnelle de santé que je suis, je vais commencer par les causes plutôt physiologiques. Le RGO, dans la majorité des cas, c'est quand même une immaturité en fait de la jonction. En fait, notre tube digestif est une série de petits muscles ronds posés les uns sur les autres. On imagine un peu les femmes girafes avec leurs colliers différentes tailles sur le cou. Et bien, de la bouche à l'anus, on va avoir des séries de muscles ronds comme ça qui sont disposés les uns sur les autres. Et on a un muscle particulièrement tonique à la fin de notre œsophage et au début de l'estomac qui s'appelle le cardia. Et lui, il est quand même relativement immature à la naissance et il va commencer à se terminer, pas forcément avant l'âge de 1 an, mais plutôt vers l'âge de 2-3 ans. Donc, on a du temps devant nous pour avoir cette immaturité et il peut arriver à se relâcher de manière totalement inappropriée et laisser finalement remonter le liquide. Donc ça, c'est la première cause, on va dire, physiologique de RGO. C'est un peu le principe de la bouteille vide sans bouchon. Si je l'incline, il y a le liquide qui se répand à l'extérieur. Et du coup, cette décontraction, on va dire, de muscles, au plus je grandis, au plus j'acquiers la verticalisation, au plus le problème, j'allais dire, ne devient plus problème. En tout cas, pour une bonne majorité des enfants, quand on regarde les statistiques, on n'a que finalement, mais 5% des enfants autour de l'âge de 1 an qui sont encore concernés, mais on peut avoir des 2 ans, des 3 ans, des 4 ans et des adultes, bien évidemment, encore concernés par le RGO. Donc, si on regarde… Et à la naissance, Myriam, pour les enfants plus petits, il y a des statistiques aussi? Alors, on a beaucoup moins de statistiques sur le RGO pathologique.
Par contre, on a à peu près 80% des bébés qui sont concernés par le RGO simple dont je parlais tout à l'heure sur les régurgitations. Donc 80%, ça fait quand même un paquet de bébés qui vont être plus ou moins gênés, on va dire, par des régurgitations. Mais sur le RGO compliqué, déjà les statistiques sont beaucoup moins précises. Et puis on a beaucoup plus de chiffres sur les persistances en fait, parce que quand, comme disait Caroline, la difficulté déjà c'est de trouver les bébés pathologiques par la non-existence finalement de prise en charge. Caroline l'a très très bien montré. Souvent, c'est de l'errance diagnostique pendant des mois. Donc, on va potentiellement diagnostiquer l'enfant. Il a 8 mois, 9 mois, 12 mois, 2 ans, alors qu'on aurait pu le faire bien avant. Donc, c'est tout le problème du diagnostic initial. Dans les autres causes, pour faire assez rapide, on a du coup la prématurité aussi, qui est une cause de RGO, ça s'entend d'un point de vue physiologique. On va avoir des causes alimentaires sur notamment les allergies aux protéines de lait de vache, qui font partie d'une des plus grosses cohortes d'allergies sur le 0-1 an, voire le 0-3 ans. Donc ça, c'est pareil. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais on a des allergies qui sont immédiates, où l'enfant consomme l'aliment lacté. Alors soit via le lait de sa maman, auquel cas la maman doit faire un régime d'éviction, soit c'est un lait pédiatrique et auquel cas on change pour un hydrolysat de protéines sur des choses un peu particulières qui ne sont pas qui sont adaptées en fait pour l'allergie. Mais là, pour le coup, on peut avoir des allergies retardées qui sont beaucoup plus difficiles à pister. Et là aussi, c'est pareil, l'errance diagnostique peut commencer et on va dire, mais non, c'est normal, il régurgite, c'est un bébé, il pleure, c'est un bébé, il a mal. Non, regardez, il se tortille, c'est les coliques du nourrisson, par exemple. Non. Non, c'est pas vraiment ça. Donc, on a comme ça une symptomatologie qui peut ne pas être évidente, mais quand on regarde a posteriori, au final, il y a quand même des signes qui sont très évocateurs et souvent c'est loupé par des professionnels qui ne sont pas suffisamment informés ou formés à ce type de pathologie. On a des enfants, par exemple, voilà, qui vont avoir des grosses prises alimentaires. Mais en fait, ils font ça pour se calmer, tout simplement. Même si derrière c'est pire, le bébé, il va essayer de trouver des solutions par lui-même, même si c'est pas forcément entre guillemets les bonnes. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être évoquées dans l'environnement de bébé aussi, comme le tabagisme passif, par exemple, qui est un facteur aggravant du RGO. Là, pour le coup, ça ne dépend pas du bébé, mais bien de l'environnement de l'enfant. Donc, il y a beaucoup de causes en fait, et ce que disait très justement Caroline, c'est une pelote de laine vachement embrouillée. Vachement, parce que c'est un bon terme, vachement embrouillé. On tire un fil, il y a un nœud. On tire un autre fil, il y a un autre nœud. Mais il y a forcément un fil où il y a un peu moins de nœuds serrés. Et l'idée étant de le trouver, en fait. Mais quand on est entouré d'une incompréhension, voire de mots rassurants, mais non, t'inquiète pas, ça va passer, etc. Des fois, le parent, qui est pour moi le meilleur professionnel pour son enfant, sent qu'il y a un nœud qui est serré, en fait. Et il appelle à l'aide et il n'est pas entendu sur cette histoire de RGO. Et le nœud, plus on tire dessus, le principe, c'est que plus il se serre, en fait. Et c'est dommage parce qu'il y a des prises en charge qui pourraient être plus précoces. Le nœud serait moins serré et on arriverait quand même à faire des choses un petit peu plus chouettes pour l'enfant et la famille. Bien sûr, j'aime beaucoup cette image, je la trouve très parlante. Dis-nous, Caroline, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter au niveau des causes du RGO chez le tout petit ? Alors Myriam a parlé de pas mal de choses. C'est vrai que moi j'en aurais à rajouter à la pelote et Myriam les connaît aussi. On vient vraiment baliser tout ça de notre côté, à la fois dans le cadre du suivi sommeil et nutrition. Donc elle en a parlé, manger trop ou manger trop souvent ou pas assez souvent avec des espacements de biberon très 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 forts et puis du coup des très grosses prises
du coup pour l'enfant. Donc ça, c'est tout ce qui est dans le domaine de l'alimentaire. Avec les APLV entre autres. Je la rejoins totalement sur l'environnement avec le tabagisme passif, sur la partie physiologique, donc la prématurité, l'immaturité du cardia aussi. Et puis, dans la partie physiologique, je rajouterais les problématiques de frein de langue aussi, mais on reviendra plus en détail, je pense, dessus après. Et puis, parmi les autres choses, pour moi, il y a aussi toute la partie posturale. Un enfant, comme Myriam l'expliquait, qui est mis immédiatement allongé sans avoir digéré au préalable, eh bien, hop, ça remonte. On va avoir d'ailleurs dans tout ça tous les bébés qui ont du reflux, je dirais peut-être simple, mais qui va se transformer en reflux pathologique parce que l'enfant ne mange que allongé au sein avec maman au lit, par exemple. Et c'est chez cet enfant-là, ça va provoquer éventuellement des douleurs puisque finalement ça remonte tout le temps, il est tout le temps allongé et il n'y a pas de verticalisation de l'enfant après son repas et puis il est endormi au sein, il est tout le temps en train de s'alimenter. J'en sais quelque chose, moi ma fille justement se soulageait de cette manière-là, elle ne lâchait pas le sein. Il y a également les enfants qu'on va mettre aussi dans un transat juste après avoir mangé, ça vient écraser l'estomac, donc ça aussi pour la digestion. Il y a aussi tous les massages. Myriam, on parle souvent aux parents, juste après avoir mangé, on remonte les jambes de bébé et on fait un massage, tout remonte, soit à l'extérieur, mais soit à l'intérieur aussi. Et puis, il y a tous les problèmes au niveau ostéo. Moi, vraiment, la première chose que je dis aux parents, c'est est-ce que vous avez vu un ostéopathe pédiatrique, quelqu'un qui est formé spécifiquement pour les bébés, ce qui n'est pas le cas de tous les ostéopathes. Et même idéalement, quelqu'un qui ne fait que ça, c'est vraiment bien, parce que ça peut être des tensions, des raideurs, des blocages, et comme le disait si bien notre ostéopathe, quand les tuyaux sont tendus, eh bien le flux il va beaucoup plus vite aussi. Donc les bébés en position en C, ce qu'on appelle le syndrome de Kiss. Alors après ça, c'est dans le milieu des ostéopathes, c'est un petit peu controversé, mais il y a des mots qui sont posés de cette manière-là. Et puis, donc ça, c'est tout l'aspect postural. Et puis, il y a aussi tout l'aspect émotionnel, psychosomatique, en fait. Il faut vraiment être conscient que, et souvent c'est posé d'ailleurs parfois par les sages-femmes de manière un peu brutale aux parents qui vivent avec un bébé RGO et qui sont évidemment du coup dans un stress pas possible, puisque mon enfant hurle tout le temps, je ne dors plus, c'est très très compliqué. Donc forcément, état psychologique de l'ensemble de la famille, bébé, parents, vraiment très en stress. Puis on va dire non mais c'est parce que vous êtes trop stressé, donnez-le-moi, il va aller mieux votre enfant. Évidemment, c'est pas que ça, mais oui, ça a un lien important, évidemment, parce que notre état de stress va augmenter justement, Myriam va l'explique peut-être encore mieux que moi, mais la possibilité justement que au niveau de l'estomac, que tout ça remonte, que tout ça soit tendu, et le stress, il peut venir de plein de choses, ça peut être du fait du RGO, ou bien c'est le stress vécu par un trauma, un accouchement difficile, etc., qui entraîne et augmente une problématique de RGO déjà en place. Aussi, donc tout ça c'est vraiment enchevêtré, un postpartum, une dépression postpartum, mais la dépression postpartum elle peut venir du RGO, tout comme elle peut venir du traumatisme de l'accouchement, tout comme elle peut être là tout simplement parce que c'est comme ça, de la sensibilité de chacun aussi, un parent, enfant, jeune parent, du caractère de cet enfant à ce moment-là, de son stress naturel à la naissance, c'est-à-dire que l'enfant arrive au monde et puis c'est énormément de choses dans son corps à vivre, et donc tout l'aspect stress émotionnel, en lien aussi entre le parent et l'enfant, et je ne dis vraiment pas ça pour culpabiliser les parents qui ont un bébé RGO et qui sont dans un état de détresse intense et qui disent mais donc si je suis en détresse, j'augmente d'autant plus le RGO de mon enfant, qu'est-ce que je fais? C'est pas pour ça, mais et pour ça on peut vraiment aussi se faire accompagner, et quand on en a conscience, on peut aussi pouvoir souffler et respirer et se dire ok, je vais essayer d'être le plus calme possible vis-à-vis de tout ce qui se passe, de respirer au maximum parce que ça va aider la situation. Et pas d'être dans je culpabilise, je stresse d'autant plus et ainsi de suite. Et c'est pour ça que se faire accompagner, c'est aussi important dans ces phases-là. Et puis, évidemment, pour moi, le dernier point important, c'est la dette de sommeil. Puisque nous nous sommes rendus compte à travers
vraiment les accompagnements que l'on fait avec les enfants et les bébés RGO, que nous allons avoir des RGO qui parfois ne sont que quasi dus à une dette de sommeil. C'est-à-dire qu'un enfant qui avait des troubles du sommeil, mais déjà à 2 ou 3 mois, j'ai vraiment beaucoup d'exemples concrets en tête, des bébés qui ne dormaient que très peu la nuit et le jour, ou à peu près la nuit et très très peu le jour, qui étaient vraiment en manque de sommeil important, et bien chez eux, ça va provoquer notamment ce stress, d'ailleurs, cette difficulté à la gestion émotionnelle et ces problématiques de reflux et de RGO sévères. Et on se rend compte vraiment que chez ces bébés-là, en parfois vraiment 1 ou 2 jours, c'est quasi de l'ordre du miracle chez certains d'entre eux, on va avoir un bébé qui va retrouver son quota de sommeil par 24 heures, c'est-à-dire que par exemple à 2 ou 3 mois, c'est 18 heures par 24 heures, 17, 18 heures par 24 heures, et bien ces bébés du jour au lendemain ne vont plus avoir besoin d'aucune médication, c'est-à-dire que c'est pas nous qui faisons arrêter les traitements, heureusement, c'est vu avec le médecin, mais des bébés qui avaient besoin de médicaments pour une constipation, pour des antiacides pour le RGO, pour des états d'hypersensibilité, d'hyperactivité, des bébés déjà médicamentés fortement à ces âges-là, dès lors qu'ils retrouvent vraiment leur quota de sommeil, et ça peut être fait en 2-3 jours, sont métamorphosés et le RGO n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a quand même chez majorité d'accompagnement de bébés vis-à-vis du fait de retrouver un quota de sommeil qui est OK, et avec tout ce qu'on met en place évidemment à côté aussi au niveau du RGO, pour la plupart d'entre eux, lorsque ce sont des bébés qui sont médicamentés, donc moi je dis que c'est médicamenté, c'est à partir du moment où ils ont éventuellement un antiacide du type Mopral, Nexium, ces bébés-là vont retourner chez le pédiatre à la fin de l'accompagnement, même parfois pendant, et là, il va y avoir un arrêt complet des traitements qui va être possible. Et l'enfant va pouvoir continuer sa vie et tous les mois à vivre, avant même les 9 mois où il y a cet aspect postural où l'enfant se redresse et en effet, on n'est plus sur la bouteille qui déborde. Et ils vont pouvoir vivre très très bien avec ce reflux sans aucun problème, ni au niveau du sommeil, ni au niveau de leur vie de manière générale, et aussi dans la vie des parents. Une question qui fait suite à tout ça, ce que vous avez dit toutes les deux, et d'ailleurs vous aviez commencé à l'aborder chacune, au-delà des causes, de comprendre pourquoi l'enfant a un RGO, comment vous pourriez là aider les parents à reconnaître le RGO? Quels sont les symptômes? Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui doit alerter les parents et se dire là, mon enfant, il souffre d'un RGO et il faut faire quelque chose pour l'aider? Caroline, je ne sais pas si tu veux commencer, et puis Myriam, tu nous partageras tes conseils également. Du coup, au niveau des symptômes, et moi, ça fait partie des questions que je vais poser aux parents lorsqu'on fait le rendez-vous gratuit d'évaluation. Évidemment, je vais demander s'il y a des régurgitations. Je vais demander aussi s'il y a des pleurs et des cris violents avec un enfant qui repousse le parent, un bébé qui repousse le parent, qui sarque en arrière. Je vais demander si la position allongée durant un temps d'éveil est possible ou impossible du coup. Je vais demander s'il y a des troubles de l'alimentation, donc la prise de biberon difficile, le refus du sein, ou bien un enfant au sein en non-stop qui ne demande que ça, ou des cris au moment de l'alimentation aussi. On va aussi regarder du côté de la toux, un bébé qui tousse souvent, régulièrement. La perte de poids, c'est aussi un indicateur. Pour d'autres bébés, même avec des RGO, on peut avoir une grosse prise de poids, mais la perte de poids, c'en est un aussi. Évidemment, très peu de temps d'éveil calme, voire aucun. La gorge rouge, donc ça c'est vraiment avec le pédiatre, le médecin qui vont pouvoir voir ça. Tout ce qui est trouble ORL, un enfant qui est tout le temps enrhumé, ça va pouvoir aussi faire partie des indicateurs. Alors évidemment, tout ça c'est un lot, c'est pas un seul point, c'est plusieurs ensemble. Il va y avoir aussi les rots, les gaz, la constipation. Un enfant qui ne se calme pas dans les bras de son parent, et puis les troubles du sommeil. Myriam, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux différents symptômes? Alors moi, j'ai effectivement, mais je rejoins Caroline sur l'ensemble
des symptômes qu'elle a donnés, pour moi, quand on explore d'un point de vue des signes extra-cliniques sur le bébé qui tire beaucoup la langue, un bébé qui mâchonne, on a l'impression qu'il a un chewing-gum dans la bouche. On a une petite odeur d'acidité aussi qui peut se dégager de la bouche du bébé. On peut avoir une voix enrouée. En fait, il peut tousser, mais il peut juste aussi avoir la voix enrouée. Il se frotte beaucoup le nez, on sent les muqueuses assez irritées. En fait, quand on a l'acidité qui remonte jusque dans la bouche, on a du coup un terrain extrêmement favorable au développement microbiologique pathogène. Et c'est ce qui va nous amener à avoir un petit peu plus de problèmes ORL que la moyenne des bébés. Moi, souvent, je demande si par exemple, les régurgitations, elles sont augmentées avec les changements de position. Est-ce que quand vous le mettez comme ça ou comme ça ou comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que quand on a une compression au niveau de l'abdomen, est-ce que vous faites des massages pour les bébés? Parce que les massages, c'est hyper tendance. Masser son bébé, c'est génial, hein, mais mais il y a des moments pour le faire. Et je dirais que le bébé qui va être raide comme un piquet, là, qui se cambre, et où la maman va déjà dire, mais moi, le masser, mais c'est juste impossible, en fait. Il aime pas ça. Ah bon, il aime pas ça, mais comment, parce que il est dans quelle position, etc. Il supporte pas la position allongée, voilà, il a du mal à dormir dans son lit, il est pas très, très bien. Il donne des coups, des fois des coups de tête un peu brusques, de droite à gauche, et puis évidemment, hein, ça c'est ma partie, mais moi les courbes, c'est un outil de travail indispensable. Alors je dis les courbes parce que souvent on peut penser à la courbe de poids, mais moi j'ai besoin aussi de la courbe de taille, et c'est des choses qui sont indispensables. Et souvent j'ai des papas et des mamans qui me disent, mais moi ils me disent le poids de leur enfant, il fait 5 kg 340. Je dis ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la dynamique de la courbe de l'enfant pour voir s'il n'y a pas de cassure, s'il n'y a pas de changement de couloir à la baisse, à la hausse, peu importe. Mais l'idée étant de trouver, de regarder surtout si ces courbes, il y a un truc en fait, un truc qui cloche. Et là, j'allais dire, il faut encore avoir des courbes tracées aussi, ce qui n'est pas super évident. Alors, jusqu'à peu près l'âge de 1 an, j'allais dire, j'ai presque des courbes tracées. Si j'ai des enfants plus grands, ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. C'est pas faute de voir des professionnels de santé, mais souvent la courbe n'est pas tracée, et pour voir s'il y a un souci, on a du mal. Donc, je rejoins beaucoup Caroline sur tous ces symptômes. Et il y a des choses des fois qui peuvent paraître complètement non alimentaires, et une diététicienne qui pose des questions sur est-ce qu'il dort la tête en extension, est-ce que il a telles positions, ça peut paraître des fois un peu étrange, mais moi ça fait partie de mes petites cases à cocher ou pas en fait. J'aimerais bien qu'on aborde justement les freins de langue. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Caroline, parce que cette histoire de freins de langue, vous me l'avez évoquée toutes les deux, chacune dans les différents podcasts que nous avons pu faire ensemble. C'est quelque chose qui est à la fois important dans l'alimentation, vis-à-vis du sommeil, mais vis-à-vis de bien d'autres choses aussi. En quoi les problèmes de freins restrictifs, d'ailleurs il n'y a pas que les freins de langue, hein, ce sont les freins restrictifs buccaux si je ne me trompe pas, en quoi ça va venir être en lien avec tout ce que vous êtes en train de nous dire sur le RGO? Myriam, si tu veux commencer. Déjà, ces freins, on imagine que notre langue, elle a un petit fil qui retient la pâte en fait, et du coup, si on prend ne serait-ce que l'allaitement maternel pour téter un sein, qui est quand même une technique hyper difficile, pas évidente du tout pour un bébé, il faut qu'il puisse dégager sa langue de sa bouche pour la mettre en hamac et attraper le mamelon, et pas juste le bout en fait, et rien que ça. On va avoir si on a des freins restrictifs, on a des schémas moteurs buccaux qui se mettent en place et qui ne sont pas les bons. Donc, au-delà de la difficulté de téter, on va mettre en place des réflexes qui sont pas super évidents pour le bébé, qu'on va retrouver d'ailleurs plus tard. Hein. Moi, des fois, j'ai certains bébés où on a, entre guillemets, loupé les freins de langue court.
surtout la langue d'ailleurs, ou la lèvre, court, et soit parce que c'était des freins postérieurs et pas très évidents à regarder si on n'est pas très, très familier de tout ça. Et moi, je les retrouve, ces bébés, avec des difficultés alimentaires au moment de la diversification quand on introduit un outil comme la cuillère. Donc, au-delà du RGO, ces freins nous enquiquinent pour plein d'autres dimensions au niveau de l'alimentation. Et puis, quand on a un frein court et qu'on galère pour téter, que ça soit le sein de sa maman ou même le biberon, parce que des fois, on peut penser qu'un biberon, c'est plus simple, sauf qu'il faut enrouler sa langue en tuyau et c'est pas si évident que ça. Eh bien, je vais téter en avalant de l'air, ce qui va encore plus majorer mon reflux, voire me donner des gaz, voire avoir un impact sur mon transit. Et par exemple, des bébés qui ont des problèmes de transit, ça appuie beaucoup sur l'aspect digestif et ça peut majorer aussi les reflux. Donc, au-delà de tout un tas de choses purement mécaniques au niveau de la bouche, on va avoir des impacts aussi digestifs qui eux-mêmes favorisent le reflux. Et là, on est de nouveau dans la pelote de laine avec les nœuds que l'on tire et qui vont se compliquer au fur et à mesure si c'est pas pris en charge. C'est très intéressant, effectivement. Et l'image de la pelote de laine, elle prend toute son importance. On la comprend de mieux en mieux. Caroline, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais nous partager sur les freins de langue? Alors, sur les freins de langue, il faudra qu'on fasse un podcast complet, mais je crois qu'il y en a un de toute façon avec une... Oui, il y a un podcast qui va sortir d'ici quelques semaines, justement, avec une chiropraticienne. Oui, avec Laura Philibert. Voilà, avec Laura Philibert qui va nous détailler ça, puisque c'est sa spécialité, effectivement. Donc, je pense que je la laisserai vraiment parler de toutes les implications des freins de langue. Elles sont grandes et larges, quitte à y revenir peut-être moi aussi. Mais là, en tout cas, pour ce qui concerne le reflux, donc je suis vraiment exactement en lien avec Myriam. Et puis, les freins de langue, entre autres de tout ce que ça peut causer, et pas que au niveau de l'allaitement, ça pose aussi des problèmes de sommeil. Et un frein de langue trop restrictif va empêcher potentiellement un bébé, notamment s'il a un palais creux, de pouvoir aller mettre sa langue en haut du palais, de venir toucher le nerf vague et de pouvoir venir s'apaiser et donc aller vers le sommeil plus facilement. Et donc, on l'a vu ensemble tout à l'heure, un enfant qui dort peu, qui a du mal à dormir et qui commence à être en dette de sommeil, eh bien, ça vient augmenter les problématiques de reflux. Et donc, c'est la pelote de laine, le chat qui se mord la queue, etc. etc. Alors justement, Caroline, je te propose qu'on aille un petit peu plus loin sur les répercussions directes et indirectes du RGO en tant que tel sur le sommeil. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait un suivi adapté pour les enfants souffrant de RGO que toi, tu proposes sur Fedodo. Et puis, tu précisais aussi que les différentes consultantes que tu as formées sont aussi formées à cette spécificité du RGO. Du coup, les parents dont les enfants souffrent de RGO n'ont pas de frein, ne doivent pas, je veux dire, avoir de frein par rapport à ça. C'est pas parce que le bébé, par exemple, est sous traitement qu'ils ne peuvent pas avoir un suivi avec toi. Est-ce que tu pourrais alors nous donner plus d'informations sur ces répercussions sur le sommeil et aussi nous dire en quoi l'accompagnement que vous proposez chez Fedodo pour les bébés RGO sont plus spécifiques? Alors, oui, du coup, les répercussions sur le sommeil, on en a pas mal parlé. Donc, oui, un bébé RGO va pouvoir être gêné dans son sommeil par ses reflux, parce que lorsqu'il est en position allongée et qu'il dort, eh bien, hop, ça remonte et puis ça vient le réveiller. Ou bien, c'est la douleur, tout simplement. Être douloureux, quand il y a une œsophagite, par exemple, ça empêche de dormir, forcément, comme n'importe qui. Et puis, c'est presque aussi simple que ça, plus toutes les douleurs digestives qui peuvent être associées, plus tout le stress dans la famille, pour l'enfant, pour les parents, qui va entraîner aussi des difficultés de sommeil. Et d'après ce que j'ai compris, comme tu le dis régulièrement, il y a aussi justement le rapport au sommeil qui change, à savoir que si pendant X mois, l'enfant il a été douloureux lorsqu'il allait se coucher, même s'il est plus douloureux après, il reste avec un rapport au sommeil qui est délicat parce que pour lui c'est synonyme de douleur.
Oui, complètement. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est important de parler de ça parce que en plus de non seulement il y a cette ces notions vis-à-vis du sommeil, mais elles se mettent du côté de l'enfant et puis elles se mettent aussi du côté du parent. Parce que cet enfant qui était douloureux ou qui est douloureux, eh bien, qui ne peut pas être en position horizontale pour dormir, je vais mettre en somme toute une sorte de béquille pour l'aider à dormir. Il va dormir, par exemple, moi, mon mari a dormi pendant 3 mois assis avec notre fille en écharpe, donc toute la nuit pendant 3 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ce sont des situations de vie assez régulières pour les parents parce que l'enfant ne peut pas être en position allongée, donc on dort à la verticale. Et puis, ce sont parfois des bébés qui ne vont vraiment pas accepter d'être autrement que verticalisés tout le temps, donc y compris les temps de sommeil. Et donc, on va mettre en place toute une somme de choses pour aider tout ça, pour aider à ce que l'enfant dorme, pour aider à ce qu'il s'endorme, pour aider à ce que la durée du sommeil s'allonge. Et puis, on va aussi, au passage, mettre en œuvre toute une somme de croyances et du côté de l'enfant et du côté du parent en lien avec le sommeil, avec toutes ces petites béquilles. Et puis, c'est comme si quelqu'un qui s'était foulé la cheville, peut-être à un moment donné, il avait eu besoin de marcher avec des béquilles pendant un petit temps, pendant la phase aiguë, je dirais, du problème avec sa cheville. Et puis, une fois que sa cheville va mieux, en fait, il pense qu'il doit continuer à marcher avec des béquilles tout le temps, parce qu'il croit qu'il ne sait plus marcher. Et on va se retrouver dans des troubles du sommeil qui peuvent du coup durer très longtemps, en fait. Alors, du coup, Caroline, quelle est la spécificité de l'accompagnement et du suivi que vous proposez chez Fedodo par rapport aux bébés souffrant de RGO? Alors, le forfait spécial bébé RGO, on va le proposer, je dis souvent, c'est entre 3 et 18 mois. Après, on peut le proposer pour des enfants plus vieux et parfois un tout petit peu plus jeunes, éventuellement à partir de 2 mois, 2 mois et demi, suivant les situations et voilà comment on va étudier tout ça. On parle bien d'âge corrigé pour les prématurés et non pas d'âge de naissance. Et ce forfait-là, il va durer 4 semaines. Et durant ces 4 semaines, du coup, on va d'une part être beaucoup plus soutenant, donc il va y avoir beaucoup plus d'heures de consultation, il va y avoir beaucoup plus de présence de la consultante, à l'inverse des accompagnements qu'on va faire sur les 3-18 mois assez classiques qui vont durer 3 semaines et où il va y avoir 5-6 rendez-vous téléphoniques en plus de tout l'accompagnement heure par heure, évidemment, via les groupes WhatsApp, etc., le suivi. Pour les bébés RGO, là, on va avoir vraiment des rendez-vous téléphoniques tous les 2 jours durant les 4 semaines avec les familles. Je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'un vrai soutien psychologique pour les parents, d'un vrai soutien tous les jours pour pouvoir avancer, pour sortir aussi de leur état de détresse à eux, de leur permettre aussi de voir que ça va mieux. Et c'est pas parce que ça va mieux pour le sommeil de l'enfant que pour le parent ça va mieux aussi. Et parfois il faut un petit peu de temps et du soutien supplémentaire. Donc j'ai vraiment mis 4 semaines sur ce forfait avec beaucoup plus de présence. Et puis ensuite, évidemment, spécifiquement, dans les plans de sommeil, on va venir ajouter des conseils spécifiques pour tout ce qui concerne ce bébé RGO pour venir démêler la pelote de laine sur l'ensemble des critères que l'on va avoir et pour vraiment jouer sur tout ça en même temps. Et pour les accompagnements bébé RGO, moi je demande obligatoirement également qu'il y ait au moins un rendez-vous avec Myriam qui soit effectué pour vraiment un diagnostic général. Pour pas mal de bébés, les parents prennent en plus un petit suivi avec Myriam, au moins sur les débuts. Et puis pour certains, ça peut être plus prolongé, ça dépend de chacun. Mais moi, je vais aussi, de toute façon, en plus de ce rendez-vous avec Myriam, déjà nous, on va débriefer ensemble de notre côté. Ça va permettre aussi de bien construire le plan de sommeil ensemble. Moi, je vais aussi me référer régulièrement à Myriam si elle ne suit pas la famille et que moi, j'ai vraiment des questions spécifiques où je vais reproposer
qu'ils reprennent un rendez-vous éventuellement s'il y a besoin. Et donc, on va vraiment travailler très, très étroitement toutes les deux, ou moi ou les autres consultants de sommeil avec Myriam. On a d'ailleurs un groupe entre nous vraiment dédié à l'alimentation des bébés sur lesquels Myriam va répondre pour la construction de nos plans de sommeil, pour nos suivis et les accompagnements. Tu nous disais tout à l'heure, Caroline, que lors du rendez-vous d'évaluation que tu as avec les parents, là, le rendez-vous gratuit que les parents peuvent prendre pour justement avoir un premier contact avec Fedodo, c'est là où tu vas poser certaines questions. Tu nous en parlais tout à l'heure et ça te permet, toi, d'orienter les parents vers ce suivi particulier, spécial pour les bébés souffrant de RGO. Mais est-ce que ça t'arrive d'avoir parfois que les parents, en tout cas, ne te donnent pas assez d'informations pour que tu puisses savoir d'ores et déjà qu'il s'agit d'un RGO, qui peut être le trouble ou qui peut être là dans la problématique, et qu'il t'arrive de découvrir au fil de l'accompagnement que les troubles du sommeil de l'enfant sont liés finalement à un RGO non diagnostiqué. Et qu'est-ce qui se passe pour les parents lorsque c'est le cas, si c'est le cas d'ailleurs? Alors oui, complètement. Ce sont des choses qui arrivent et heureusement, pas trop souvent. Souvent, on va pouvoir, nous, être à même d'établir, alors on ne peut pas dire un diagnostic, hein, on fait pas partie du corps médical, mais en tout cas, on va être à même de dire aux parents, attendez, moi, je ne vais pas vous proposer là tout de suite un forfait spécial RGO. Avant ça, il y a besoin d'aller voir votre médecin, votre pédiatre ou un gastropédiatre et d'aller avoir un diagnostic de leur part. Et puis, on demande aussi un diagnostic de la part de Myriam. Donc ça, c'est durant le rendez-vous d'évaluation et on va aussi pouvoir en détecter pas mal. Moi, je ne travaille pas avec un bébé qui est en pleine œsophagite, hein, par exemple. En aucun cas, on va accompagner un enfant qui est en pleine douleur. Ça n'a pas de sens. Donc, on va d'abord apaiser la douleur, on va rediriger les parents vers le bon professionnel et puis ensuite, on pourra travailler ensemble. Et parfois très rapidement, hein, 2-3 semaines après, au moins que l'enfant ait été soulagé. Et puis, oui, il y a les autres cas où le RGO va être un peu plus insidieux. Et ça, on va retrouver ça plutôt chez les bébés de 7-8 mois pour des reflux pathologiques ou, 6, 7, 8 mois. Où on va avoir des suivis où les parents ne nous ont pas du tout parlé de tout ça. Et puis, au fur et à mesure du suivi, les choses ne se passent pas comme prévu. Et puis, souvent, on va être avec des réveils nocturnes relativement longs, qui persistent, avec un enfant qui, pourtant, ne présente plus de troubles du sommeil, qui va s'endormir assez calmement. Et puis, tout va assez bien de manière générale. Et c'est assez drôle d'en parler aujourd'hui parce que, drôle entre guillemets, hein, puisque j'ai eu un rendez-vous important avec une famille à ce sujet hier soir justement, qui était suivie par une autre consultante. Là, dans ces cas-là, c'est moi qui reprends les suivis lorsque les consultantes m'indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce suivi. Donc moi, je prends un rendez-vous avec les parents et puis je vais approfondir un petit peu plus les choses. Puis souvent, il émerge que les parents ne nous ont pas dit. Et finalement, ils nous disent oui, c'est vrai, notre enfant traîne un long rhume depuis 2 mois, dont on ne se sort pas, elle est tout le temps enrhumée, ou bien c'est un enfant qui tousse tout le temps, et c'est des parents qui ne l'avaient pas noté dans les questionnaires, qui n'en avaient jamais parlé, ou bien des parents qui nous indiquaient que eux avaient vraiment pressentaient, même dans les questionnaires, etc., que leur enfant souffrait d'un RGO, mais qui avaient vu des médecins qui leur avaient certifié que non, tout allait très bien. Et que c'était juste un problème de sommeil. Donc nous, on va travailler avec les familles et c'est souvent au bout d'1 semaine et demie, 2 semaines que de toute façon, on voit vraiment si c'est OK ou si c'est pas OK. Et là, dans ces cas-là, nous, on va être à même de pouvoir rédiger une attestation de travail et d'accompagnement sur le sommeil, parce que souvent, ces parents-là sont mis un petit peu renvoyés chez eux par le personnel de santé, le médecin, et je veux surtout pas incriminer les médecins parce que heureusement il y a plein de médecins magnifiques et heureusement la plupart quand même, mais pour ce qui concerne le sommeil et le RGO, il y a quand même régulièrement des manques, donc du coup les parents sont renvoyés chez eux, on leur dit que non, tout va bien. Et puis, on fait le travail pour le sommeil. Et moi, je leur fais du coup des attestations pour dire à ces professionnels
Eh bien non, en fait, oui, maintenant, il n'y a plus de problème de sommeil. En effet, il y en avait. Mais là, pour cet enfant, il y a un autre problème. Il faut poursuivre les investigations du côté médical. Il faut soulager cet enfant. Et nous, on a vraiment plein de phases de tests que l'on fait durant l'accompagnement au sommeil. Et puis moi, quand je remplis ces créneaux de tests, je suis à même de dire aux parents, OK, là, moi, je vous fais une attestation, il faut retourner chez le médecin. Et à chaque fois que je fais ces attestations-là, à chaque fois, on n'a pas eu une seule fois où, en effet, il n'y avait pas un RGO. Et c'est vrai que ça, c'est souvent très, très soulageant pour les familles qui parfois se battent depuis des mois avec le corps médical et l'enfant est enfin soulagé parce qu'il est mis sous traitement, parce qu'il est accompagné correctement pour sa douleur et toute la vie de ses parents et de cet enfant change. Merci Caroline pour ces précisions. Je vous propose qu'on rebascule avec toi, Myriam, et qu'on parle alimentation à nouveau, le lien avec le RGO. Est-ce que tu peux nous détailler quelles sont les répercussions sur l'allaitement, sur le début de l'alimentation solide aussi, cette transition, cette fameuse diversification alimentaire? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'éléments par rapport à tout ça? Oui, bien sûr. Donc, les répercussions du RGO, en fait, souvent, c'est quid de la cause, en fait. Est-ce que c'est le RGO ou est-ce que c'est le cortège associé? Et je pense notamment à une maman que j'ai accompagnée il y a peu de temps sur son allaitement maternel et son bébé qui avait justement des soucis de la sphère ORL avec un nez très encombré, avec du coup des difficultés respiratoires qui abrégeaient les tétés, puisque téter avec le nez bouché, c'est comme manger avec le nez bouché, c'est compliqué. C'est même impossible, parce qu'il faut faire un choix, soit respirer, soit manger, et on peut pas faire les deux quand on a le nez bouché. Et du coup, on avait une prise de poids extrêmement médiocre pour ce bébé, qui en fait était, j'allais dire complètement crevé, parce que il dormait pas assez, il n'arrivait pas à récupérer correctement, il s'épuisait au sein parce que téter c'est déjà en soi compliqué, mais en plus avec le nez bouché c'est épuisant. Et tout ça, plus encore d'autres choses, faisait que ce bébé, en fait, il n'arrivait pas à s'en sortir tout seul. Et même en multipliant le nombre de tétés par 24 heures, on n'arrivait pas à la charge calorique globale nécessaire pour une croissance optimale. Donc les répercussions, on en a énormément. Alors on peut aussi avoir des courbes de poids qui vont très bien, des courbes de taille qui vont bien, mais grosso modo, quand on regarde finalement la capacité initiale de l'estomac d'un bébé, sans RGO, au départ, on est sur quelque chose de très 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 petit. Et quand on souffre de RGO, on a vite un trop plein. Je colle le trop plein parce que déjà c'est très facile de remplir rapidement le volume d'un estomac de bébé, mais comme le bébé en tétant plus se soulage malgré tout, même si après c'est pire, il se soulage en tétant plus, on entretient le cercle vicieux de la remontée acide, donc de l'œsophagite, donc de la douleur. Et ça, c'est vraiment des choses à repositionner aussi au niveau des parents avec, et je rejoins Caroline sur l'anticipation de problèmes par la famille, des prises alimentaires qui sont potentiellement imaginées comme terribles parce que jusqu'à présent ça l'était. Moi, dans ma façon d'aborder les choses, c'est aussi de remettre une positivité. L'alimentation, ça peut aussi ne pas faire mal. Donc, dans les solutions potentielles qu'on va évoquer ensemble avec ce qui est possible dans le quotidien de la famille, parce que chaque bébé n'étant pas formaté de la même manière, ce qui va marcher pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Et en termes de recommandations, parce que moi je m'appuie sur les recommandations médicales de pédiatrie, on a beaucoup de propositions, mais toutes ne marchent pas avec tous les bébés. Donc, l'idée étant de trouver ce qui fonctionne avec cette famille, avec ce bébé particulier, et entre la verticalisation, les positions d'allaitement, les positions de donner un biberon. Tout à l'heure, j'expliquais à une maman une autre position pour donner un biberon en verticalisation beaucoup plus l'enfant. Eh bien, on a
beaucoup d'impacts qui peuvent justement diminuer ces répercussions alimentaires, sans aller jusqu'à la cassure de poids et de taille chez l'enfant. Et si c'était même, j'allais dire avant, c'est encore mieux. Ne pas attendre que l'on soit dans des répercussions maximales pour pouvoir faire quelque chose. Alors, c'est jamais trop tard, bien évidemment, mais plus on prend le problème à bras le corps, meilleur est le résultat, puisqu'en nutrition de l'enfant, ce qui est préjudiciable, c'est dans la phase de croissance extrême du 0 à 1 an. Là, c'est la phase de croissance la maximale de toute notre vie. On fera jamais mieux que ça. Et là, plus j'ai des problèmes, plus derrière, on a des impacts importants. Donc, l'idée étant de rectifier les choses très, très, très rapidement, voire le plus rapidement possible à ce moment-là. Mais en tout cas, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, c'est que par rapport au volume alimentaire d'un bébé, quand je parle de fractionnement de prise alimentaire, en fait, si on devait faire la même chose en tant qu'adulte par rapport à ce que fait un bébé d'à peu près de l'ordre de 1 mois, 2 mois, 3 mois, le volume d'un biberon ou d'un allaitement maternel sur un bébé de 2 mois ou 3 mois, c'est un équivalent autour de 8 à 10 litres à boire par un adulte, par prise alimentaire. Par prise alimentaire. Prise alimentaire. Ah oui. Ça veut dire que du coup, on est quand même sur des volumes extrêmement importants, peu caloriques, puisque le lait, par définition, n'est pas très calorique. Donc, c'est pour ça qu'un bébé multiplie les prises alimentaires d'une manière totalement naturelle au départ. Mais quand on souffre de RGO, ce qui soulage beaucoup, c'est de manger. Donc, on va sacrifier potentiellement du sommeil, on va sacrifier tout un tas de choses. Quand je suis bébé, j'essaye de trouver des solutions qui me portent pas préjudice, sauf que quelque part, ça me porte préjudice sur un autre aspect, et en l'occurrence, le sommeil. On a des bébés beaucoup inversés avec Caroline, des bébés qui s'alimentent beaucoup la nuit et très peu le jour. Alors, on pourrait se dire, tant qu'il prend, il prend. Sauf qu'au bout d'un moment, les hormones de la nuit, c'est pas les hormones du jour. On a des décharges de cortisol de dingue. On a tout un tas de choses qui font que ça ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Donc, l'idée, les répercussions sont assez rapides, en fait. Et quand on arrive à sortir le nœud le moins serré, pour reprendre ma pelote, on arrive vraiment à ramener les bébés vers une meilleure sérénité sur l'alimentation, et c'est ça qui est plutôt chouette. Et pour les bébés qui grandissent, du coup, Myriam, moi, souvent, autour de moi, je me souviens quand mon fils était tout petit, effectivement, il avait un RGO qui n'était pas très sévère, mais il avait un RGO. Et en gros, le médecin, la consultante en lactation que je voyais et mon entourage proche me disaient, écoute, accroche-toi, ça ira mieux quand il va commencer à manger, voire même avance un petit peu l'âge de la diversification que tu avais prévu, parce que en mangeant, ça ira mieux. Et puis voilà, ce genre de conseils. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu constates ça? Est-ce que ce sont de bons conseils? Alors, dans les recommandations, on peut effectivement avancer un tout petit peu l'âge de la diversification. Ceci dit, c'est pas non plus miraculeux et les bénéfices pour certains bébés sont extrêmement médiocres, voire contre-productifs. Pour, on va dire, une bonne majorité, ça peut le faire, mais voilà, c'est pas magique non plus. En tout cas, la première préconisation, c'est d'avoir des laits épaissis. Et on peut épaissir aussi le lait de maman. C'est pas forcément, ça signe pas un arrêt d'allaitement maternel, loin s'en faut. Même si on n'a pas la même digestibilité, même si, on peut aussi faire des choses avec le lait de maman. Donc, en tirant son lait, tu veux dire? Oui, sur des tire-allaitements avec des épaississements de lait maternel. Enfin, il y a énormément de solutions, et c'est pour ça aussi que je me tue un peu à expliquer aux familles que ce qui a été proposé à la voisine, à la sœur, à la cousine, peut ne pas du tout fonctionner sur leur bébé qui souffre approximativement des mêmes signes. Et l'idée étant d'explorer ce qui va fonctionner pour ce bébé en particulier. Et c'est pas parce que la voisine a arrêté l'allaitement et qu'on a mis tout un tas de trucs en place que ça a tout réglé qu'il faut absolument faire la même chose pour ce bébé-là. Donc la diversification, mine de rien, ça fait quand même un petit effet plomb.
malgré tout, la diversification, avant d'avoir des quantités significatives, il va se passer quelques semaines. On va pas lui donner directement 300 grammes de purée au petit. Donc, et puis, de toute façon, le début de la diversification, c'est une sensibilité sensorielle que l'on va mettre en place. C'est pas du tout quelque chose de nutritionnel. Donc, faut pas tout miser là-dessus, hein, quand même, parce qu'on risquerait d'être bien déçu. Et est-ce que, à l'inverse, le fait qu'un bébé ait un RGO, ça puisse le bloquer au niveau de la diversification? Alors, le bloquer, peut-être pas, mais par contre, je rejoins Caroline sur le côté j'ai enregistré que le sommeil c'est douloureux et moi j'ai la même chose en fait avec l'alimentation. C'est que le premier travail à faire, c'est de réactiver la positivité de l'alimentation vis-à-vis de la douleur. C'est-à-dire que manger, le bébé a associé l'alimentation à la douleur depuis déjà peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, l'accès prioritaire, c'est de soulager le bébé par rapport à ça. Le fait d'avoir eu un RGO peut entraîner quelques blocages alimentaires. Et je l'expliquais pas plus tard que tout à l'heure à une maman. Je lui ai pris cet exemple-là parce que je le trouve très intéressant. Quand un adulte avale un médicament pelliculé, là, les trucs un peu difficiles, les gros médicaments, en fait, un petit peu de travers. On sent le médicament qui descend dans la gorge. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi qui ai un petit peu du mal à avaler les médicaments, c'est quand même souvent le cas. Le truc, il est passé. On a bu un verre d'eau, on a fait ce qu'il fallait, tout ça. Mais on a cette trace sensorielle, en fait, du médicament, enfin, du cachet. On le sent encore dans la trachée, alors qu'on sait très bien qu'il n'y est plus. Cette trace sensorielle, quand on a eu des œsophagites carabinées ou des choses où on a enregistré de la douleur, cette trace sensorielle, en fait, elle a du mal à s'effacer. Je dis pas qu'elle va pas s'effacer du tout, mais elle va rester quand même un petit temps. C'est comme des enfants qui ont eu des sondes nasogastriques. On va avoir un potentiel d'aggravation, en fait, de reflux alimentaire et de troubles alimentaires derrière. Donc, le fait d'avoir connu la douleur et de l'avoir associée à la prise alimentaire, eh bien, derrière, c'est quand même pas super de manger et c'est là où des fois il n'y a pas trop de logique par rapport aux aliments consommés, mais un enfant va manger très bien des croûtes de pain par exemple et il va pas manger de la purée de courgettes. Alors on pourrait se dire mais c'est quand même plus facile de manger de la purée de courgettes que des croûtes de pain, sauf que la sensibilité de l'enfant au niveau de sa trachée par rapport à tel ou tel aliment ne va pas être la même que celle de l'adulte, tout simplement parce que c'est l'expérience alimentaire qui va le faire. Donc le fait d'avoir eu un RGO, ça majore certains reflux alimentaires chez l'enfant en diversification et après. Donc, ça peut être plusieurs mois, plusieurs années après aussi. Je pense que vous avez, Caroline et Aurélie, peut-être été malade un jour avec un aliment en particulier. Et donc, ça vous calme pendant quelques mois, voire quelques années d'en manger parce que… Oui, voire quelques années, tu as tout à fait. Voilà, ça calme beaucoup. Et on avait beau aimer beaucoup cet aliment, en fait, on ne va pas le manger tout simplement sous la forme alimentaire avec laquelle on a été malade. Et cette trace négative va rester dans notre tête et même dans notre corps, parce que sur certaines personnes, à l'évocation de l'aliment, il y a presque le réflexe nauséeux qui peut arriver en disant « Oh mon Dieu, quelle horreur, ça me rappelle des trop mauvais souvenirs, je préfère pas y penser. » Alors que l'aliment n'est pas là, il n'existe pas, il n'est pas en vrai. Donc, cette douleur inscrite à l'intérieur dans la mémoire corporelle, elle peut rester quand même pendant quelques temps et c'est pas si évident que ça de manger sereinement derrière. Du coup, la question que je me pose, Myriam, c'est comment faire pour aider l'enfant à passer au-delà de ça? Comment faire pour que le RGO qu'il a vécu ne soit plus une difficulté pour lui? Et du coup, ça rejoint la question que je m'apprêtais à te poser, à savoir comment toi, tu accompagnes les familles par rapport à ça? Comment se déroule un suivi avec toi pour un bébé souffrant de RGO? Caroline nous disait que ces suivis, du coup, pour le sommeil étaient plus longs. Il y avait une vraie spécificité. Est-ce que toi, c'est la même chose? Alors, sur ces bébés, plusieurs cas de figure. Bien évidemment, s'il y a des cassures de poids, la priorité, c'est de récupérer la courbe le plus, entre guillemets, rapidement possible. Donc, on va chercher du côté des prises alimentaires globales sur 24 heures. On va essayer de comprendre pourquoi on n'en a pas suffisamment. Est-ce que
c'est des trop gros volumes qui fait que l'enfant entretient sa douleur et du coup, on va avoir tout un tas de conseils pour pouvoir rectifier tout ça. Mais l'idée principale de la prise en charge du bébé ou de l'enfant RGO, c'est quand même de soulager l'enfant le plus rapidement possible, en plus de l'éventuelle médication mise en place. Moi, je veux surtout pas que l'enfant soit en contact, enfin, en tout cas que dans sa tête, l'alimentation devienne douleur. Donc, il faut que ça soit rapide. Pour ça, c'est de trouver peut-être le bon lait qui va avec le bon enfant. Si la maman a décidé que ce n'était pas l'allaitement maternel et que ce n'était pas le tire-allaitement, on a plein de solutions à notre actif. Et j'ai éventuellement aussi besoin, c'est peut-être pas éventuellement, mais c'est souvent besoin de bilans allergologiques, de bilans de gastropédiatre pour pouvoir éliminer des causes qui n'auraient pas été recherchées jusqu'à présent. Je rejoins Caroline sur le fait que on commence, moi, on commence toujours par une consultation avec les familles. Il y a plein de choses qui ont été faites et puis des choses qui moi me paraissent évidentes pour le coup, n'ont pas forcément été recherchées par un professionnel qui n'est pas hyper au fait de tout ça. Donc, j'ai besoin d'avoir quand même des professionnels complémentaires pour pouvoir rechercher des causes plus physiologiques, ou en tout cas physiopathologiques. Dans la spécificité, ça va être de trouver le bon arrangement nutritionnel pour cet enfant en particulier. Et là, pour le coup, on a des recommandations générales, mais on n'a pas de stratégie recommandée. Donc, c'est à moi, en tant que professionnel de la nutrition pédiatrique, de trouver ce qui va le faire pour cet enfant et pour cette famille. Et ça peut se faire juste grâce à 1 ou 2 consultations ou ça se fait forcément tout au long d'un suivi? Alors, je vais faire une réponse de Normand, ça dépend, même si je suis ardéchoise. Plus entre guillemets, le cas est compliqué, plus on va avoir besoin d'un suivi proximal. Ça me paraît évident. Sur certains enfants, une consultation ponctuelle en plus du suivi de Caroline, ça peut être tout à fait suffisant parce qu'on a à rectifier quelques points en particulier. Et voilà, et ça le fait, et on va pas non plus multiplier parce que ces parents aussi sont très épuisés souvent d'avoir vu plein de gens. Et si on peut simplifier la prise en charge, c'est quand même relativement bien. Donc moi, quand je viens en complémentarité de Caroline, une consultation ponctuelle, selon les cas, peut être totalement suffisante. On rectifie certaines choses. Et j'allais dire, si c'est des bébés de 2 mois, 3 mois, etc., souvent les papas et les mamans me rappellent au moment de la diversification en se disant, tiens, est-ce qu'on peut faire un point? Comment on va s'organiser sur cette diversification-là? Si, par exemple, ils ont une envie de pratiquer la DME, qui est la diversification menée par l'enfant, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas diversifier très précocement l'enfant. Donc, ça implique d'autres façons de faire. Est-ce qu'on peut patienter jusque-là? Est-ce que pour ce bébé, c'est indiqué, etc. Et ça se discute. Donc, ça peut être une consultation ponctuelle à un moment, à un instant T, et puis on se recontacte des mois plus tard pour avancer sur le chemin alimentaire de cet enfant. Et puis d'autres familles où c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des cassures de poids, il y a des prises alimentaires qui sont compliquées. Quand je dis compliquées, oui, catastrophiques, où il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Et moi, je vais être en appui de la famille avec ma petite, entre guillemets, cartouchière de solutions, et on va explorer au fur et à mesure des choses pour pouvoir rendre le quotidien de cette famille beaucoup moins problématique. Et on a des solutions. Il ne faut pas rester seul dans ces cas-là. Et si je peux rajouter, Myriam est du coup en binôme sur les tableaux de suivi sommeil, qui sont aussi des tableaux de suivi nutrition à chaque fois de toute façon. Et donc dans ces cas-là, elle peut, quand elle suit les familles en même temps que nous en parallèle, elle a aussi vraiment le détail du sommeil, de la nutrition, et on fait vraiment main dans la main tous ensemble. C'est complémentaire. Jour après jour, ouais. Un point super important. Merci Caroline pour la précision. Justement, j'allais vous demander à toutes les deux,
comment ça se déroulait finalement un suivi que vous feriez pour une même famille? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, pour toi, c'est un point très important que les familles qui ont un bébé souffrant de RGO prennent au moins un rendez-vous, une consultation avec Myriam. Moi, je me demandais si c'était obligatoire de faire vraiment un suivi avec toutes les deux, ou bien si finalement parfois un suivi avec l'une ou une consultation avec l'autre suffisait à gérer les problèmes divers et variés, ou si une consultation suffisait, comme ce que tu évoquais, Caroline, ou alors si vous alliez beaucoup plus loin. Et là, tu as l'air de dire que vous allez beaucoup plus loin et que toi, Myriam, tu as accès au suivi complet et que tu peux suivre les familles aussi semaine après semaine alors. Oui, c'est ça. Ce système de tableau partagé, pour moi, est extrêmement précieux parce que j'ai le rapport, finalement, les comptes rendus de parents sous les yeux. J'arrive à regarder comment se sont passées les nuits, si on a des biberons nocturnes ou des tétés nocturnes, comprendre l'espacement entre les tétés, voir si c'est des biberons, les volumes qui sont pris. C'est hyper précieux de travailler comme ça, main dans la main avec Caroline, parce que on a vraiment la vision globale de l'enfant. Et je trouve qu'en France, on est trop sectorisé, trop saucissonné dans les prises en charge de patients, parce que chacun a sa propre spécialité et vraiment on fait appel à l'autre quand on est au bout du rouleau. Alors que là, on est dans une vision extrêmement globale de la situation. On a le contexte de vie de famille. Et vu en plus la proximité de suivi au jour le jour, heure par heure presque, je peux me connecter le matin, le soir, je vois ce qui s'est fait dans la journée. On a un suivi qui est très, très, très proximal. Et ça, pour faire évoluer la situation, c'est juste génial parce que il n'y a rien de pire que de voir un enfant tous les mois ou tous les 6 mois. Bien sûr. Je pourrais rajouter à la question le fait que, est-ce que pour un suivi RGO, il faut forcément un rendez-vous avec Myriam? Non, en fait. C'est vrai que je disais l'inverse, mais finalement, il y a certains cas où les parents sont très bien suivis, où finalement, tout ce qui concerne le RGO est OK, et où, pour moi, les conseils que je vais avoir à donner dans le cadre du plan de sommeil et ce qu'on va mettre en place vis-à-vis du sommeil, ça va fonctionner. Et il y a quelques cas où dans ces cas-là, ils ne voient pas Myriam. Ah oui, d'accord, c'est au cas par cas, en fait, ce que tu disais. Oui, oui. D'accord. Ouais. Moi, j'examine ça durant le rendez-vous d'évaluation, clairement. Et puis, parfois, en cours de consultation, il émerge certaines choses que les parents, parfois, n'ont pas dit, malgré le questionnaire, enfin voilà. Et où là, je vais dire, oula, en fait, on va aussi faire un petit rendez-vous avec Myriam. Et puis, ça nous permettra de passer un cap qui n'arrivait pas à être passé éventuellement. Et comme Myriam a aussi accès au tableau de suivi heure par heure, c'est vraiment un tableau qu'on voit en détail tout le sommeil, heure par heure, de l'enfant, de ses prises alimentaires, etc., à tout moment que les parents remplissent. Elle a aussi, quand on est vraiment sur un suivi important où les parents sont en suivi sommeil et en suivi nutrition, on va mettre un seul groupe WhatsApp pour les questions, et comme ça, on travaille vraiment tous ensemble dessus. Donc, c'est vraiment de toute façon en fonction du besoin de chaque famille et de ce qu'on va être à même d'évaluer au départ. Moi, je voulais juste ajouter des petites phrases clés à connaître. C'est déjà un bébé qui ne dort pas suffisamment. C'est aussi un bébé qui ne peut pas avoir la force suffisante pour s'alimenter correctement. Et ça aussi, ça fait partie des enjeux du RGO. On l'a vu ensemble, et à un moment donné, Myriam en parlait. Et c'est vrai que cette phrase-là, elle est importante à connaître. C'est-à-dire qu'on base souvent tout autour de l'alimentation, mais il faut vraiment être conscient qu'un bébé qui, par exemple, ne dort pas la nuit et va s'alimenter principalement la nuit, c'est un bébé qui se fatigue. Et c'est un bébé qui, la nuit, lorsqu'il s'alimente, n'a pas l'énergie nécessaire, parce qu'il y a plein de mélatonine pour qu'il dorme. Normalement, c'est le moment où on dort dans le corps. Eh bien, il n'a pas l'énergie nécessaire pour bien s'alimenter correctement, avoir une bonne succion. Et puis, il est en position souvent horizontale, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qui vont alimenter un RGO qui pourrait ne pas du tout être alimenté, et parfois juste réguler en effet une alimentation et un sommeil, tout simplement parfois, eh bien ça permet de résoudre des situations. C'est pas le cas pour tout le monde, mais il faut vraiment être conscient que lorsqu'un bébé ne dort pas suffisamment, il n'a pas l'énergie de s'alimenter
correctement et suffisamment non plus. C'est vraiment important. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est souvent pour les bébés RGO, il y a pas mal de professionnels qui vont indiquer aux parents d'arrêter l'allaitement et de passer au lait maternisé. Du coup, moi, c'est vraiment pas une indication que je vais donner. Il est complètement possible d'avoir un bébé RGO et d'être sur un allaitement et sur un allaitement long, voire même, moi, de ce que j'observe, et c'est bien à mettre entre guillemets, hein, chaque famille est différente, mais ce que l'on sait, c'est que le lait maternel est digéré beaucoup plus rapidement, hein, en 20 minutes. Donc, une verticalisation de 20 minutes après un allaitement peut vraiment permettre de vivre un RGO beaucoup plus simple qu'avec un bébé qui est avec du lait maternisé et où les prises alimentaires doivent nécessairement être relativement espacées et où l'enfant n'a pas l'estomac assez gros pour ça, où ça va provoquer du reflux et où finalement, en plus, ce lait-là qui pourrait passer dans les bronches n'est pas un lait physiologique, et donc ça peut poser plus de problèmes que si c'est du lait maternel qui passe dans les bronches. Il y a vraiment plein d'avantages finalement avec l'allaitement et le RGO, donc j'encourage les mamans qui allaitent à ne pas forcément céder à tout ça. Et il est complètement possible d'allaiter un bébé RGO, c'est presque mieux, hein, à mon sens. Et je voulais terminer en revenant aussi sur l'idée où Myriam a vraiment parlé de l'implication des douleurs sur la diversification derrière pour les enfants. Moi, j'en suis vraiment le témoin avec ma fille qui a 3 ans aujourd'hui, mais à 6 mois, lorsque nous avons débuté la diversification, je souhaitais démarrer en DME. Elle a fait du refus alimentaire complet, c'est-à-dire que pour elle, justement, tout ce qui concernait l'alimentation, ça n'était pas possible. Elle ne faisait que boire de l'eau. Et nous avons vécu ça quand même pendant 2 ans, hein, jusqu'à ce que je choisisse vraiment de prendre les choses en main et de m'adresser à des professionnels compétents et de plus juste écouter, entendre mon médecin me dire c'est pas grave, elle finira par manger, et nous mettre en place plein de béquilles aussi qui nous pourrissaient la vie. Et on avait une enfant qui dormait merveilleusement bien et une enfant qui avait des troubles alimentaires très très importants. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a menée vraiment au fait d'inclure chez Fedodo cette marque Madame Miam qui soit vraiment centrale, et c'est un pilier central. Myriam aujourd'hui est un pilier de l'ensemble de nos suivis, hein, d'ailleurs RGO ou pas RGO, et l'alimentation n'est pas non plus un sujet à mettre comme ça de côté. C'est aussi un sujet délicat et fondamental. Bien sûr, oui, c'est un des piliers de la santé. Comme tu le dis souvent, Caroline, il y a le sommeil et l'alimentation. Et après, voilà, il y a quelques piliers comme ça qui constituent la santé de l'enfant, mais de l'adulte aussi, bien sûr. Donc, je comprends effectivement la place importante de l'alimentation au-delà des suivis sommeil. Oui, effectivement. Je vous propose qu'on se dirige tout doucement vers la fin de cet échange. J'avais une dernière question, et Myriam, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Tu as parlé de renvoyer des familles auprès d'autres professionnels lorsque c'était nécessaire. J'aimerais bien que vous puissiez me dire, toutes les deux, peut-être chacune, vous n'avez pas le même carnet d'adresses de professionnels, auprès de quel autre professionnel on peut être aussi accompagné, vers qui vous orientez les familles lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des RGO, alors plus ou moins sévères, mais en tout cas en plus de ce que vous pouvez leur apporter. Alors, je vais commencer parce qu'on les a déjà évoqués. On va déjà pour les freins de langue, hein, et freins restrictifs d'une manière générale. Une consultation avec un chiro est juste très importante. Un ostéopathe pédiatrique, tu as bien fait, Caroline, de préciser. Hein, on a, c'est une spécialité à part entière, hein, l'ostéopathie pédiatrique. Et vraiment, j'encourage les personnes à trouver quelqu'un qui ne fait que ça, parce que c'est quand même pas facile de s'occuper d'un petit bout. Ça peut être des consultantes en lactation également, qui peuvent nous aider par rapport à des, même si je suis extrêmement formée sur le sujet, mais des fois d'avoir une consultante sur le terrain, on va dire, parce qu'on accompagne des familles francophones de partout.
Et même sur des consultations en visio, on ne peut pas tout voir et c'est bien d'avoir des personnes qui vont évaluer l'enfant en physique. Donc, une consultante en lactation peut être une vraie aide. Et puis après, moi, dans mon côté nutritionnel, gastropédiatre et puis allergologue pédiatrique pour avoir des bilans complémentaires et éliminer des causes qui n'auraient pas été cherchées dès le départ. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Caroline, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Myriam a bien fait le tour. Je rajouterais pour ma part, évidemment Myriam, Madame Myriam vers qui je renvoie, et éventuellement un naturopathe ou une naturopathe spécialisée en pédiatrie, ça peut aussi être intéressant, mais c'est sûr que c'est une des dernières, c'est un petit plus. Pour moi, c'est de l'ordre du petit plus parce que c'est quelque chose dont je me sers assez peu, mais on a quand même Evody chez nous qui est naturopathe et elle pourra peut-être en parler spécifiquement. Et c'est vrai que c'est juste peut-être parce que j'ai pas encore creusé le sujet, mais c'est sûr que gastropédiatre, ostéopathe pédiatrique, chiropraticien, que vous pouvez retrouver chez dans l'annuaire chirobliss.org, allergologue et consultante en lactation, ce sont vraiment les praticiens chez qui, et le médecin, bien sûr, et le pédiatre, dont on va avoir besoin de l'évaluation et du diagnostic assez souvent, en fait. Ouais. Et Caroline, quand tu parlais tout à l'heure justement de l'aspect émotionnel aussi qui venait se greffer à tout ce que vous avez pu évoquer au niveau purement physiologique, etc., je me demandais si, par exemple, les conseillères agréées en fleurs de bac, comme Agathe, qui fait partie de l'univers Fédodo, ou des pratiques qui vont être vraiment plus basées sur l'apaisement, sur les émotions. Est-ce que vous pouvez faire appel à ce genre de professionnels? Est-ce que vous avez vu des résultats parfois surprenants? Oui, tu fais bien de le rappeler, et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, mais oui, en fait, lorsqu'on va voir la famille dans une situation de détresse psychologique importante avec des dépressions postpartum ou un état vraiment réel de détresse, moi, je vais pouvoir encourager plutôt en premier lieu une consultation en hypnothérapie parce que ça peut vraiment venir aider à déjà donner un coup de pouce pour s'apaiser rapidement et retrouver de l'énergie. Et puis, bien sûr, en fleurs de bac et en Reiki, ça peut être très intéressant avec Agathe Gilbert. En hypnothérapie, chez nous, c'est Evelyne Guillard. Et oui, de toute façon, pourquoi pas aussi dire aux parents, ça peut être intéressant pour vous là d'avoir un soutien psychologique quel qu'il soit. Nous, on le fait de toute façon et il est très important chez nous. Ça fait vraiment partie de notre travail, ce soutien psychologique, ce travail main dans la main ensemble très très régulier. Et puis parfois pour certains parents, lorsqu'il y a vraiment des traumatismes ancrés importants, le MDR peut être intéressant. Tout ça, ça fait partie des professionnels, oui, qu'on va recommander spécifiquement à certaines familles. Ouais. Oui, je rebondis sur ce que dit Caroline. Moi, ma phrase clé, c'est un parent qui va bien, c'est un enfant qui va mieux. Et vraiment tout ce qui peut être fait au niveau de la sphère familiale, parce que on prend notre début d'interview sur le stress. On sait combien notre tube digestif est un tube digestif nerveux en fait, avec des connexions neuronales absolument incroyables, qui peut être fait sur cette sphère émotionnelle et arriver à faire tomber du stress interne, c'est juste magnifique. Donc ça, c'est effectivement une partie de la solution. Et évidemment aussi, un bébé qui va bien, qui dort, qui mange bien, qui n'est plus douloureux, c'est aussi des parents qui vont mieux. Exactement. Bien sûr, le fameux cercle vertueux cette fois-ci. Ouais. Caroline, il y a des articles sur le RGO, sur le site Fédodo, oui. Pour que les parents puissent creuser encore plus le sujet. Il y en a plusieurs, oui, en effet. Ça reprend beaucoup de choses qu'on s'est dites là. Je pense que là, ce podcast, il est très complet. J'en suis vraiment très heureuse. Ça fait des années que je veux quelque chose de ce type-là à offrir aux familles. Donc, je suis vraiment très, très heureuse. On a fait quelque chose là de très complet, voire peut-être même encore plus complet que ce qu'on donne dans les articles, même si peut-être dans les articles, je pousse plus ou moins certains sujets, mais oui, qu'ils n'hésitent pas à aller se rendre
sur le site pour lire les articles sur le RGO et le sommeil. Oui, je me disais que ça peut venir en complément dans le sens où les parents qui nous écoutent sont peut-être là aujourd'hui en voiture, dans les transports en commun, ou n'ont pas forcément pu tout prendre en note, et parfois se référer à un article que tu as pu écrire où tu as détaillé des choses, ça permet de se remettre des choses en tête finalement. Ok, super. De toute façon, je mettrai le lien, bien sûr, dans la description du site Fedodo où on peut retrouver tout ça. Et puis, du site aussi, de la page où on peut vous contacter, que ce soit toi, Caroline, et toi également, Myriam, sur le site de Madame Miam. On vous retrouve aussi sur les réseaux. Myriam, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Facebook, avec la page de Madame Miam aussi également. Et toi, Caroline? Oui, donc de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les marques à partir même du site Fedodo et à partir de l'ensemble des sites. Sur l'ensemble de nos sites, en fait, il y a un onglet qui s'appelle l'univers Fedodo où vous pouvez basculer sur l'ensemble des marques et puis des professionnels autour. Mais Fedodo, on les retrouve donc sur fedodo.fr, Madame Miam sur madamemiam.fr, et puis sinon sur Instagram et Facebook en tapant Fedodo, Madame Miam, vous trouvez nos comptes avec beaucoup de contenu aussi, très régulièrement et d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà. Super. Caroline, Myriam, je suis vraiment ravie de cet épisode, de cette thématique aussi qu'on a pu traiter de fond en comble. Tu le disais, Caroline, c'était très riche et je suis vraiment ravie d'avoir eu à la fois ton aspect, toi, Caroline, et en complément l'aspect de Myriam, puisque vraiment c'était nécessaire. Et puis, on va réitérer ce format table ronde parce qu'effectivement, il y a de nombreux sujets qui nécessitent d'avoir une approche multiple, finalement. Donc, merci à toutes les deux. C'était vraiment super. Et puis, je vous dis à très bientôt dans des épisodes soit à thématique individuelle, soit en table ronde. Merci à toi, Aurélie. Merci Aurélie. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance, je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur fedodo.fr. À très bientôt sur Allo Fedodo et prenez bien soin de vous.